Imagine-toi quand tu te couches le soir et tu ne peux plus bouger. Ferme tes yeux et observe tout ce que ton corps ressent. Un pied mal placé, un pli dans la couverture, ton pyjama trop serré, un cheveu qui te chatouille, l'oreille pliée, une bosse dans ton oreiller. Qu'est-ce que tu peux faire? Ton corps ne veut pas bouger. Tu grelottes, t'as encore froid. Mais tu finis par céder. T'as trop froid, il faut que tu dormes. C'est ça, la maladie de la SLA. Je sais pas combien de fois Marco disait qu'il avait un cheveu qui chatouillait dans le visage. Moi, je me couchais collée sur lui, vraiment tout près. Fait que comme ça, aussitôt qu'il y avait une petite vibration, je me réveillais puis j'étais capable de répondre à ses besoins. Tu ne peux plus respirer seul. Tu sais, c'est une machine qui t'aide à respirer. Si cette machine-là, elle arrête, c'est fini. Les premiers signes de ce qui est arrivé, c'est qu'on était dans le garage, puis Marco est venu me voir pour savoir si j'étais capable de peser sur une cadence d'arrêt au sol. Il dit, j'ai les mains gelées, peux-tu venir m'aider? Je suis pas capable de peser. Je vais, voyons, c'est très, très facile. Il n'y a rien de difficile là-dedans, là. Ça fonctionne très bien. Quand la neurologue a posé à Marco son diagnostic, il a fait, c'est quoi ça? Je connais pas ça, moi, la SLA, la sclérose latérale, ça fait quoi dans la vie? Fait que là, elle lui a dit... ce que ça fait, c'est que vous allez mourir assurément dans les 2 à 5 ans. Et il n'y a absolument rien à faire. Il n'y a aucune médication, il n'y a rien. Elle dit, vous êtes un des malchanceux qui avait été piégé. Une des questions, elle a demandé à Marco ce qui m'a allumé en premier, qui m'a fait douter de où est-ce que je suis rendue dans mon cheminement aujourd'hui, c'est si on habitait dans les cantons de l'Est. Je me souviens parce que c'est vraiment une médecin anglophone qui nous a dit « Ah oui, en Eastern Township, on a remarqué qu'il y en a peut-être plus au Québec qu'ailleurs. » Fait que là, j'ai dit « Oui, on est en plein là-dedans. » Mais là, je dis beaucoup plus. Elle dit « On a remarqué qu'il y en a plus. » À chaque fois que j'allais rencontrer les médecins avec Marco ou les spécialistes, je lui disais « Voyons, trouvez-vous ça normal, vous autres, qu'il y ait autant de cas dans notre région? » Ils nous disaient tout. « Non, voyons, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il... » J'ai dit « Oui, c'est ça, c'est ce qui se passe. » Ils ont dit « Ben... non, c'est pas normal. Et faites de quoi? Agissez, dénoncez. À qui faut que je parle pour? La SLA, qui est la sclérose latérale amyotrophique, est une dégénérescence musculaire. Marco, ça a commencé par la main, le bras, et par la suite, là, ça a été ses jambes qui ont eu une faiblesse musculaire. Dans le fond, ça l'attaque tous les muscles. Au début, s'étouffait vraiment beaucoup, ce qui inquiétait les médecins, ce qui l'inquiétait aussi, parce que les médecins lui disaient ben, ça se peut très bien que tu finisses par mourir étouffé parce que la nourriture va rester coincée puis tes muscles seront plus assez forts pour être capable de déglutir. Moi puis ma fille avec qui j'habite, Noémie, nous, c'était notre quotidien, donc on le vivait au jour le jour. Les gens le voient puis font comme « Oh, OK, Marco marche plus. Oh, OK, Marco, on n'entend plus sa voix comme il faut. Ah, il est rendu qu'il se fait nourrir. » Nous, c'était notre quotidien. Fait que je pense qu'on s'est adapté quand même très bien dans tout ça. Tranquillement, on s'est mis à en parler. Puis là, je savais pas qu'elle était décédée de ça. Puis là, ben, le bouche-oreille a fait que, un cas là. On a dit, ben voyons, c'est pas si rare que ça, si on entend parler. Fait que, à la cachette, j'ai commencé à écrire les noms des gens. L'ami de ci, la mère de ça. Je les écris, les noms. J'en avais comme une 20aine. Ça peut pas être un ado. Ça peut pas. Dans ma tête, ça rentre pas que c'est comme ça.
Là, nous, on ratisse sur une vraiment petite population. Là. Windsor-Saint-François, c'est peut-être 7000 personnes. Dans une si petite population, il y en a beaucoup trop. Les personnes atteintes de cette maladie sont en excellente santé. Elles font de l'équitation, jouent au golf, travaillent à temps plein, élèvent des enfants, et un jour, elles développent une petite faiblesse. Il n'y a pas de douleur. La maladie s'installe peu à peu à leur insu. Et c'est pour ça que les gens trouvent ça si difficile. Ça et le fait que c'est une maladie fatale. Environ 15 % des cas sont d'origine génétique. Les 85 % restants sont considérés comme des formes sporadiques. Sporadique, c'est pire, car c'est l'inconnu. Quand c'est génétique, on sait quoi cibler. Les formes sporadiques, on les comprend moins bien. Et quelle forme avait Marco? Sporadique. Marco sporadic. Tu vois-tu au loin là-bas? Ben, c'est là que papa a travaillé. Okay. Ça, dans le fond, le secteur où papa a travaillé, c'est la cour à bois, qui est juste là. Fait que c'est quand même grand, mais gars, elle commence pas loin, là. Non, c'est à côté. Nous, si on y va à vol d'oiseau, là. Puis c'est tout le secteur que tu vois là, ben c'est tout seul vers Saint-François. Puis si on va jusqu'un peu plus loin en arrière, ben tu vois Richemont, Asbestos, tout ça. Marco il a dit qu'il travaillait dans les papetières depuis 35 ans. Et il a demandé à la médecin s'il avait vu, eux, des cas dans les papetières. Parce que là, quand il a su qu'il y avait 4 personnes dans la même usine, pour lui non plus, ça avait un non-sens, là. Suite au décès de Marco, j'ai fait comme non, moi je peux pas laisser ça là. Là, j'entends qu'il y a une autre dame qui vient de décéder encore ici dans le coin. Après ça, une autre dame qui vient de décéder. Fait que là, après 3, ça me travaillait dans le dedans de dire non, faut pas laisser ça là. Il y a quelque chose qui se passe là. Donc, j'ai appelé à l'hôpital universitaire, puis j'ai demandé pour parler directement à la responsable de la recherche en neurologie. Je lui ai dit ce qu'en était. Elle m'a dit on vous transfère tout de suite à la santé publique, madame, et c'est pas normal. Puis là, on a eu une entrevue téléphonique de 2 heures. C'est là qu'ils m'ont dit bon, on va déclencher l'enquête. La direction de la santé publique tient ce soir à Windsor une rencontre d'information en lien avec le signalement de cas de SLA, de sclérose latérale amyotrophique dans la MRC. On vous rappelle qu'il y a une enquête qui avait été déclenchée après le signalement par une citoyenne de 18 cas de SLA, une maladie rare et grave. Quand je suis allée voir la santé publique, moi, j'ai demandé de pouvoir examiner si l'usine pouvait avoir un lien avec la maladie, parce que, veux pas, tous les produits chimiques qui sont dans l'air et tout ça, je trouve que ça peut être inquiétant. Notre petit lac du petit village, qui est le lac le plus pollué au Québec en algues bleues, pourquoi? Tu sais, il est quand même pas loin, là, il est à même pas 1 kilomètre d'ici, là. C'est tout ça, on lit dans les recherches que peut-être il y a une influence avec les algues bleues, peut-être que c'est ça, peut-être que ça l'est pas, je sais pas. Mais je vais avoir des réponses. Mai 2025, la santé publique annonce qu'elle poursuit son enquête pour déterminer s'il y a un nombre anormal de cas de SLA en Estrie, ce qu'on appelle un agrégat ou un cluster. Un tel excès de cas peut vouloir dire qu'un agresseur environnemental est impliqué. La pollution industrielle, les algues bleu-vert ou toute autre chose. Cette histoire-là, c'est d'abord l'enquête citoyenne de Julie, et c'est grâce à elle qu'on s'est intéressé au dossier. C'est aussi la première fois au Canada qu'on déclenche une telle enquête pour la SLA, et on a voulu comprendre tout le travail que ça représentait. Mme Dubois avait très bien documenté. Il y avait une dizaine de cas dans la communauté. Il y avait de quoi quand même à se poser des questions. Fait que rapidement, on a regardé, y a-t-il un fondement? Est-ce qu'il y a de quoi pousser plus loin? Puis assez rapidement, on est venu à la conclusion qu'on allait
retenir le signalement puis collaborer avec Mme Dubois pour aller plus loin. Le mandat de santé publique là-dedans, c'est de protéger la santé de la population. Alors, s'il y a quelque chose, s'il y a un agresseur dans la communauté, un agresseur chimique souvent quand on parle en santé environnementale, bien, au pire, on pourrait même intervenir par précaution d'ici à ce qu'on aille plus loin dans notre enquête. Outre les cas génétiques, la science ignore les causes de la majorité des cas de sclérose latérale amyotrophique. Mais de plus en plus de chercheurs s'y penchent, font des études et émettent des hypothèses. Métaux lourds, pesticides, pollution atmosphérique, cyanobactéries. L'une de ces études s'est étirée sur 10 ans, au cœur des Alpes françaises. Accompagnée de Julie Dubois, on s'est rendu dans le village de Montchavin, où une médecin a tiré la sonnette d'alarme devant les trop nombreuses victimes de la maladie. Alors, je m'appelle Emeline Lagrange et moi, je suis neurologue au CHU de Grenoble. Alors, en 2009, je pensais pas du tout qu'il se passait quelque chose d'inquiétant jusqu'à ce que je téléphone au médecin traitant du village. Et j'ai téléphoné au médecin parce que je devais annoncer la maladie sclérose latérale amyotrophique à une famille. Et la première chose qu'elle m'a dit, mais la SLA, mais je connais par cœur, ça suffit, c'est la 4e personne, vous devez faire quelque chose, c'est pas possible. Et c'est comme ça, en fait, ça faisait 4 personnes au même endroit qui habitaient, qui avaient des chalets voisins. L'inquiétude, elle est montée, puisqu'à la fin, il y a 14 personnes. Et du coup, chaque fois, c'était une perplexité immense de ne pas comprendre pourquoi, mais vraiment une immense inquiétude. Enfin, je veux dire, vraiment, c'était terrible, c'était juste terrible. Je m'appelle Claude, je suis la fille de Gilles Houbard, décédé de la SCA en janvier 2019. Et ben moi, tout pareil, sauf que c'est Alexandre, je suis le fils de Gilles Houbard. Le docteur Lagrange a commencé son enquête, elle a investigué de son côté et elle a pris contact avec mon père un dimanche soir. Je m'en souviens bien, puisque j'étais là, il était sur le canapé en train de regarder la télé, et qui était bien étonné d'avoir un coup de fil à 21h d'un médecin qui se présente neurologue de Grenoble pour une enquête. Et l'histoire a commencé comme ça, ils se sont connus comme ça. C'est comme ça qu'on a compris, nous, qu'on était dans un cluster. Dans le village, les gens étaient très, très inquiets de manière générale. Ils se connaissent tous, ils ont des métiers en commun, ils vont chez le même boulanger et autres. Et ils étaient inquiets pour leurs enfants, en se disant il faut qu'on quitte le hameau parce qu'il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est pollué. Mais comment, on ne sait pas. Mais en tous les cas, vivre là, ça nous rend malades. Ce village, c'est un village où, en fait, au-dessus, il y a toutes les stations de ski. S'il y a un manque de neige, il y a production de neige, c'est vraiment très particulier. Sa première hypothèse, c'était, bon, ce terrain se distingue par cet élément-là, donc il y a peut-être une grande chance que l'explication du cluster soit dans le fait d'avoir, pendant des années, produit de la neige artificielle avec des produits un peu toxiques. Donc on était avec William Camus, donc le professeur de Montpellier, à regarder toutes les hypothèses qui avaient été publiées, et on a tout testé un par un. Les métaux lourds, on a testé le radon, le créosote. On prenait tout à chaque fois, bien entendu la génétique. Et on faisait étape par étape. Le nombre de cas continuait d'augmenter. Et chaque fois, toutes les hypothèses, elles tombaient et on ne trouvait pas, on ne trouvait pas et on ne trouvait pas. Donc on a enregistré les gens en leur disant « racontez-nous vos vies, racontez-nous en quoi, qu'est-ce que vous faites dans une journée, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez jeune, en quoi est-ce que vous pensez que vous êtes différent de votre conjoint si votre conjoint est en bonne santé ». Donc mon père avait été militaire, guide de haute montagne, moniteur de parapente, moniteur de ski, donc sportif de haut niveau. Mais en fait, ils ont été obligés d'étudier soit la vie du malade, soit l'environnement du malade, soit les habitudes des gens du coin. Ils ont prévenu des légumes du jardin que ma mère cuisinait. Des questionnaires, il est sorti le fait que les gens mangeaient beaucoup de champignons, des pissenlits et du gibier. Nous, on ne comprenait pas pourquoi. Mais gibier, pourquoi gibier? On ne comprenait pas, champignons encore moins, pissenlit encore moins. Et donc on avait voilà, toute cette base de données immense. On s'était dit si on ne comprend pas, c'est pas grave, du moment que ça s'arrête. Mais ça s'arrêtait pas. C'était une inquiétude immense, c'était au-delà de la frustration, c'était vraiment
extrêmement préoccupant. On se sentait très concernés. Et Santé publique France, elle était inquiète. Elle nous disait, on ne peut pas vous aider, on ne comprend pas. Mais par contre, on comprend bien que vous soyez très inquiets. On voyait bien que dans toutes nos difficultés aussi, on se heurtait au fait qu'il n'y ait pas de toxicologue spécialisé dans la neurologie. Et quand on fait toxicologie, neurologie, il y a un nom qui vient à l'esprit, c'est Peter Spencer. Donc au culot, pareil, au culot, j'ai appelé Peter Spencer. Peter Spencer est un chercheur qui a passé des années à enquêter sur de nombreux cas de SLA et d'autres maladies neurologiques sur l'île de Guam, dans le Pacifique. The native population of Guam, the Chamorros, suffer from the diseases of old age even when they're still young. Ici, l'incidence était plus de 50 fois supérieure à la moyenne mondiale. Peter Spencer et son équipe ont identifié une toxine contenue dans les graines d'une plante, le cica, que les habitants transformaient en tortillas. There are hundreds of seeds, but they're much smaller. When they're small, they're much more poisonous. Cette toxine était métabolisée en un composé appelé hydrazine, qui a des effets neurotoxiques. D'autres équipes ont ensuite montré qu'une autre substance neurotoxique, la BMAA, était également liée à la consommation de cica. Ces pistes restent des théories, mais un fait demeure, la maladie a fortement diminué lorsque la nourriture américaine est apparue sur l'île. Inspirée par ces découvertes, la Dr Lagrange s'est donc tournée vers Peter Spencer pour l'aider à percer le mystère de la SLA à Montchavin. Les gens étaient en commun et ils ont dit nous, on mange quand même des morilles, oui, d'accord, des morilles, des morillons, des verpes. Ça sortait quand même que et on l'avait dans les dossiers, mais on n'avait pas fait attention que les gens qui avaient la sclérose latérale amyotrophique avaient eu une intoxication aiguë sur les champignons morilles. On a pensé au départ que les gens avaient ramassé par erreur de la gyromitre, jusqu'à ce qu'il y ait un habitant qui a dit non, mais stop, il faut que ça s'arrête. Il y a un vieux monsieur qui est sorti de son chalet et qui a dit non, il faut que vous arrêtiez de mentir, maintenant il faut le dire. On sait tous que vous allez ramasser la gyromitre volontairement. Mon père, en tant que militaire, quand il faisait des sessions de 3 jours dans les montagnes de survie, ils en mangeaient. Ma maman, qui elle est du coin, alors que mon père ne l'était pas, elle lui a toujours dit on ne mange pas ça ici. Il faut faire vraiment très attention entre les vraies morilles et les fausses morilles. Dans sa famille, on ne mangeait pas ce genre de champignons et ils étaient en conflit a priori. Et quand il était jeune, il en mangeait et nous pas. Ça a été vraiment une immense surprise de voir que les gens mangeaient volontairement et non pas par erreur un champignon qui était interdit à la vente. Il faisait partie d'un réseau social qui mangeait le champignon. Et c'était le seul point discriminant entre eux. Aucune des personnes en bonne santé dans le village ne mangeait de la gyromitre. Là, ça a été vraiment une grande source de perplexité, sachant que dans cette gyromitre, il y a la même toxine que dans la graine de cica, donc la fameuse hydrazine. Donc l'hypothèse, elle était congruente. T'as presque plus envie d'imaginer que c'est l'eau polluée par des produits chimiques quelque part. T'as presque envie que ce soit pas ça, quoi. En fait, ça te met un peu en rage. C'est trop petit pour avoir tué ton père, quoi. Gilles Houbard est décédé en janvier 2019, quelques mois à peine avant que la Dr Lagrange et ses collègues publient leur découverte. L'agrégat s'est arrêté au moment donné où on a compris que le point commun, c'était la consommation de gyromitre. Et donc depuis 2019, il n'y a plus aucune nouvelle personne malade dans le village. Et donc ça, c'était aussi un ouf énorme, un immense soulagement. C'est la première fois que la Dr Lagrange revient à Montchavin depuis la fin de son enquête. C'est un peu difficile parce qu'en fait, je les ai tous connus. Donc c'est un peu émouvant. Le pourquoi que je suis venue ici vous rencontrer, c'est que j'ai espoir. Et si vous avez peut-être trouvé une solution. Une cause, oui. Oui. Mais moi, je veux que suite à la cause, on trouve la solution. Quand je suis rentrée dans la région, puis j'ai vu les parapentes, Marco faisait pas de parapente, mais avait fait du paramoteur.
On dirait qu'il venait de me dire un petit coup à sa façon. Même si la documentation, même si les gens, la médecine, tout ça, nous disent, ils disent à tout le monde qu'il n'y a pas de solution encore à cette maladie-là, mais qu'il y a des gens qui ont travaillé fort et qui ont trouvé la réponse. Je me dis que s'ils l'ont trouvée ici, bien chez nous aussi, on est sûrement capable de la trouver. Ici, c'est la Domtar qu'on voit au loin. On voit vraiment la première partie qui est à droite, où ce qui fabrique le papier. Marco a quand même travaillé pendant 35 ans dans les pâtes de papier. Il a fait 25 ans à la Kruger, qui est ici un petit peu plus loin. Il a fait quand même 10 ans à la Domtar, fait que c'est pas facile. C'est encore, même après 1 an et demi, c'est encore de quoi qui est sensible. En revenant d'Europe, on reçoit un message de la Dr Lagrange qui nous encourage à creuser les liens potentiels avec les papetières, dont la Domtar, au cœur du Val-Saint-François. On se lance ainsi dans les archives de cette industrie qui a un héritage assez préoccupant côté pollution. On découvre qu'avant un resserrement des normes environnementales en 1992, les papetières déversaient souvent leurs déchets toxiques directement dans la nature. On apprend aussi qu'à cette époque-là, le Québec avait le plus haut taux de cancer infantile au pays. Les chercheurs qui ont cartographié la maladie ont remarqué que la région de la rivière Saint-François ressortait avec plus de cas de cancer du cerveau chez les enfants. Ils soupçonnaient un lien avec la pollution du cours d'eau qui était à l'époque bordé par plusieurs usines, dont 6 papetières. Mais est-ce qu'il y a un lien entre cette pollution historique ou même la pollution actuelle et la SLA? C'est ça la question. On a mené une enquête sur les facteurs environnementaux au Nouveau-Brunswick et leur association avec des clusters de SLA. On a déterminé, en regardant l'urbanisation, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, que le dioxyde de soufre, même à des niveaux qui seraient considérés comme sécuritaires selon les normes canadiennes, pourrait augmenter votre risque d'avoir la SLA. Et d'où vient le dioxyde de soufre? Le dioxyde de soufre, au moins au Nouveau-Brunswick, ça vient principalement de comme la fabrication d'énergie, des mines, n'importe quoi à fabriquer des affaires. Le professeur Saucier est parmi les rares chercheurs canadiens à s'être penché sur les facteurs environnementaux qui pourraient contribuer au développement de la SLA. Ici, j'ai la liste des émissions atmosphériques de Domtar. Pour tester l'hypothèse de Julie concernant la pollution de Domtar, on lui a présenté la liste publique des émissions atmosphériques de la papetière. Wow! En plus de qu'est-ce qu'on voit dans la littérature comme potentiellement des particules fines, évidemment le plomb puis d'autres types de minéraux et métaux, je vois que le dioxyde de soufre est en effet là. Et d'après l'investigation qu'on a faite au Nouveau-Brunswick, ça serait relié avec la SLA. Déjà là, ça va rester à quelle quantité? Et s'il y a d'autres polluants, comme des particules, ça peut être dangereux, dépendamment de comment ils interagissent dans l'atmosphère. Les émissions déclarées par Domtar respectent toutes les normes environnementales. Mais certains experts, dont Daniel Saucier, jugent que ces seuils sont trop permissifs. C'est quand même encore assez difficile à regarder. Mes doutes sont forts que les produits chimiques qui sortent de ces cheminées-là peuvent être en cause dans la maladie de Marco. Domtar a refusé notre demande d'entrevue. Ils assurent qu'ils collaboreront avec la santé publique s'ils sont sollicités. Au moment où on s'est lancé sur ce dossier, la santé publique de l'Estrie en était vraiment au balbutiement de son enquête. La première étape pour eux, c'est vraiment de déterminer s'il y a ou non un excès de cas de SLA dans la région. Dans les derniers mois, ils ont repris le flambeau de Julie et ils ont recensé une 30aine de cas de la maladie de 2006 à 2025. Ces gens-là ou leurs familles, s'ils sont décédés, ont été interrogés longuement pour voir s'ils avaient, comme en France, un facteur commun. La gyromytre a rapidement été écartée. Personne ici n'avait consommé ce champignon. Mais ce questionnaire a bousculé les choses. Une des pistes de Julie retient davantage l'attention que l'autre. Je
vous dirais que le questionnaire a été très, très aidant là-dessus. Parce que moi, j'étais partie un peu comme tout le monde avec ce qu'on entendait, ce qui pouvait être signalé ou rapporté comme préoccupation, que l'usine aurait pu jouer un grand rôle. Puis, quand on se met à chercher plus de codes sur la trentaine, c'est vraiment une minorité là, qui ont soit une proximité à l'usine, qui vont plus être incommodés par les odeurs, des choses comme ça, et quand même assez peu de cas qui ont travaillé à l'usine en tant que telle. Jusqu'à présent, à mon avis, pourrait pas, avec les informations qu'on a, là, ça ressort pas comme le facteur qui est prédominant. Je dirais que ce qui caractérise un peu plus nos cas, c'est des amoureux de plein air, du monde qui passe beaucoup de temps dehors, dans le jardinage, en plein air, en nature, proche de l'eau. Donc, quand on pense à des contaminants vraiment purement, c'est hypothétique, là, qui pourraient être présents dans ces sources-là, bien évidemment, il y a la question des cyanobactéries, moi, qui me questionne, la question des pesticides aussi. Donc, il y a peut-être ces deux pistes-là, pour le moment, qui captent un peu plus mon attention. La santé publique a déterminé que la majorité des cas de SLA habitaient à proximité d'un cours d'eau. Parmi eux, le petit lac Saint-François, un lac reconnu pour ses éclosions d'algues bleu-vert. Donc, je pense que j'ai déjà vu plus verte, mais on voit quand même que c'est vert et qu'il y a beaucoup de cellules dans ça. J'ai quand même mis ma combinaison, j'ai mis des gants, j'ai fait attention de ne pas avoir d'eau qui me touche à la peau parce que l'exposition, même juste à travers la peau, peut causer des irritations, des diarrhées, des problèmes gastro-intestinaux. Les algues bleu-vert et les cyanobactéries, c'est des synonymes, c'est la même chose. Et ensuite, les cyanobactéries peuvent faire des cyanotoxines. Là, ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a une sous-famille qui est aussi réputée à être neurotoxique. Et donc, le BMAA et il y a 3-4 molécules qui, chimiquement, sont presque identiques, sont reconnues neurotoxiques. La BMAA est une des 2 toxines montrées du doigt par les chercheurs qui ont enquêté sur les maladies neurologiques sur l'île de Guam. Le professeur Sauvé a étudié la présence de BMAA dans une 50aine de lacs de partout dans le monde. Il y avait quelques lacs pas piqués des vers à travers le monde qui étaient aussi très contaminés, mais là où la famille de la BMAA était la plus élevée, c'était le petit lac Saint-François. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans l'assemblage des conditions dans le petit lac Saint-François qui est un peu particulier. Donc, c'est sûr que dans ce contexte où il y a un soupçon que peut-être ça contribue à un agrégat de SLA, ça inquiète un peu. Pour moi, les questions qu'il faut élucider, c'est l'eau que boivent les gens dans la zone qui est à l'étude. Est-ce que l'eau contient BMAA et autres toxines apparentées ou d'autres toxines tout court? Est-ce qu'il y a des gens qui mangent des poissons? Je ne recommanderais pas. Comme on voit avec la gyromite en France, il y a des gens qui ne suivent pas les recommandations. Et ensuite, la grosse interrogation, c'est est-ce que de respirer l'air à proximité d'un cours d'eau qui contient des toxines contribue à ce qu'on inhale des micro-gouttelettes de toxines aérosolisées qui sont dans l'air puis qu'on respire dans notre quotidien. Certaines études suggèrent qu'il est possible que les cyanotoxines se propagent dans l'air. Et des chercheurs québécois ont détecté leur présence dans des sols agricoles ainsi que dans certaines sources d'eau potable souterraines. Mais les effets potentiels sur la santé sont encore mal compris. Mais si la conclusion, c'est que c'est pas une chose en particulier, mais que c'est et les polluants et les cyanobactéries, est-ce que tu vas rester dans le Val-Saint-François? C'est difficile pour moi de me dire qu'un jour, je ne resterai plus ici. Parce que c'est 25 ans de ma vie qui est ici à laquelle je veux garder. Mais c'est inquiétant aussi. Fait que je vais vraiment être déchirée. Peu de temps avant la diffusion de notre reportage, la santé publique nous contacte. Il y a du nouveau dans leur enquête. On nous annonce en primeur une information qui sera bientôt communiquée aux citoyens. On comprend qu'actuellement, c'est sous embargo, mais
Qu'est-ce que vous nous annoncez aujourd'hui? La question qu'on avait depuis le début, c'est à savoir est-ce qu'il y a un excès de cas au Val-Saint-François, oui ou non. Et on a 5 méthodes différentes qu'on a utilisées. Là. C'est quand même pas rien. On arrive toujours à un taux qui, des fois, est légèrement plus élevé, mais vraiment pas dans un excès là, qui nous permettrait de dire là, qu'on doit absolument pousser à une étape plus loin là, en termes d'études épidémiologiques. Pour vous, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est de parler à la population, voir comment ils reçoivent ça. On sait que souvent, les populations veulent des réponses sur le pourquoi leur maladie. Puis quand on n'a pas d'excès de cas, on ne peut pas aller chercher le pourquoi. Ici, la population s'y attend un peu parce qu'on parle d'une maladie pour laquelle il n'y a pas de cause déjà connue. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'excès de cas ou d'excès de cas importants, ça fait que les outils de santé publique ne pourront pas être utiles pour tenter de leur donner un éclairage. Donc, il va falloir se replier sur la science. Ce qu'on espère, c'est qu'il y a des chercheurs qui poursuivent leur travail, oui, sur les médicaments, mais aussi sur les causes. On s'est lancé sur ce sujet en sachant très bien que l'enquête de la santé publique pouvait s'interrompre à n'importe quel moment. On trouvait que cette histoire méritait malgré tout d'être racontée parce que la science commence à peine à comprendre l'impact de l'environnement sur notre santé. C'est opaque. Complètement opaque. Je ne mettrais pas les pieds là-dedans. Moi non plus. La sonnette d'alarme de Julie en a réveillé d'autres. Une seconde enquête de santé publique a depuis été déclenchée dans Charlevoix, après qu'un reportage de Québécois ait identifié plusieurs cas de SLA dans une région où il y a aussi une papetière. La conclusion de la santé publique de l'Estrie n'écarte pas la possibilité qu'il y ait des agresseurs environnementaux dans le Val-Saint-François. Et les données recueillies sont précieuses pour les recherches à venir. C'est comme ça qu'on identifie des gènes ou qu'on découvre des traitements. Quelque chose va peut-être se passer ailleurs dans le monde. On fera un lien entre les deux et on trouvera de nouvelles méthodes qui vont nous livrer des réponses. Ce n'est jamais perdu. Une enquête qui semble sans conclusion aujourd'hui peut très bien contribuer à une découverte majeure plus tard. En France, la docteure Lagrange a mis une décennie à comprendre pourquoi 14 personnes d'un petit hameau des Alpes étaient atteintes de la SLA. À l'époque, on s'est moqué d'elle, parce qu'on misait alors surtout sur la génétique pour expliquer cette maladie neurologique. À l'époque, l'environnement, ça passait pas. Enfin, dans les congrès, on n'en parlait pas, alors que dans le cancer, c'était déjà bien statué. Dans les maladies neurologiques, c'était vraiment pas du tout crédible. Enfin, vraiment, on nous a pris pour des guignols pendant longtemps. Partout dans le monde, des chercheurs essaient de comprendre la cause de maladies neurologiques comme le Parkinson et plus récemment la SLA. Une théorie appelée l'exposome était d'abord utilisée pour comprendre les causes environnementales du cancer, mais commence à être appliquée à la SLA. L'exposome, c'est la somme de toutes les expositions auxquelles nous sommes confrontés depuis que nous sommes des cellules. Et après, il y a tout ce qu'on va respirer, qu'on va boire, qu'on va manger, toutes ces expositions, le stress, tout ce qui n'est pas moi et de l'exposome, et va influencer ma santé. Quelle est l'exposition de trop qui fait qu'on passe de l'autre côté et qu'on devient malade? Et peut-être que c'est une exposition à 30 ans qui rend malade à 50. Dans la maladie sclérose latérale amyotrophique, il y a un écueil qui se rajoute de plus pour aller faire de l'enquête environnementale, c'est que le temps de vie des gens est très très court. Donc on a très peu de temps pour interroger les personnes. Tandis que malheureusement dans la maladie de Parkinson, il y a tellement de gens qu'on arrive à faire des cartes d'endroits et de regarder les expositions des pesticides par exemple. Mais dans la sclérose latérale amyotrophique, ça l'est pas parce que jamais personne n'a pu aller regarder. Si on prend la théorie de l'exposome et qu'on l'applique à Marco Brindle, il a travaillé durant des décennies dans les papetières où il était exposé à plusieurs produits chimiques et émissions nocives comme du dioxyde de soufre. Il habitait à moins d'1 kilomètre d'un des lacs les plus contaminés en cyanobactéries du Québec. Il résidait près de terres agricoles et jouait au golf, deux scénarios qui l'ont exposé à des pesticides. Impossible pour l'instant de savoir lequel ou lesquels de ces facteurs pourraient l'avoir amené à développer la sclérose latérale amyotrophique et à en mourir à l'hiver 2024.
En début décembre, Marco a contracté la COVID. Il avait un petit peu de difficulté à respirer de lui-même. Fait qu'on l'a monté en ambulance. À l'hôpital, ils ont été vraiment gentils parce qu'ils nous ont permis de pouvoir célébrer Noël dans la chambre d'hôpital. Fait qu'on a décoré sa chambre, on a amené tous les cadeaux, les enfants, les petits-enfants. Puis on a fêté Noël là-bas, puis tout était vraiment, vraiment le fun. Quand il revenait à la maison, là, il s'est rendu compte que le peu qu'il était capable de faire encore de lui-même, d'être capable ne serait-ce que de draguer avec son doigt son téléphone, là, il ne pouvait même plus le faire. Il m'a demandé le 4 janvier de demander l'aide médicale à mourir. La dernière journée, il me demande le matin, il dit « Va me chercher une bière ». Il me dit « Donne-moi la bière, prends ma main », puis mets-la dans ma main, puis il dit « Je veux que tu prennes une photo pour dire à mes amis, tu sais, regarde, je pars heureux, puis on a vécu des bons moments, fait que tu une gang. » Puis c'était du grand Marco, il partait dans 1 heure, mais il voulait que tout le monde sache qu'il était bien puis qu'il était heureux. C'est un bon souvenir. C'est un souvenir qui est émotif, mais c'est un bon souvenir. Il est parti heureux. Les gens de ce temps-ci me comparent un peu au film Erin Brockovich. Ils me disent « Garde, t'as lancé une enquête, t'as lancé un dossier. » Je l'ai réalisé, v'là environ 1 mois. Quand la dame de la SLA Québec m'a appelé pour me dire « Regarde, on est un vendredi soir, il est 7 heures. Je m'excuse de vous déranger, mais je veux juste vous dire que tu réalises pas ce que tu viens de faire, là. » Elle dit « Tu viens de relancer là, sur la SLA là, de la lumière là, que ça faisait longtemps qu'on attendait. » Si ce décès-là, malheureusement, peut faire en sorte que plein de gens ne le vivront pas ou vont le vivre différemment, ben ça sera ça. Ça sera ça. Mon côté empathique, mon côté de vouloir prendre soin des gens aura servi à ça. Ça nous permet de valider vraiment... C'est du positif de savoir qu'il n'y a rien, mais c'est un peu décevant de dire, mais pourquoi? On n'a pas la réponse au pourquoi qu'on a tous ces gens-là de malades dans notre coin. C'est probablement pas un facteur qui, à lui seul, si on réussit à le trouver puis à l'éradiquer, il n'y a plus personne qui va tomber malade. C'est pas ça que la science elle suggère. C'est probablement plusieurs petits facteurs dans l'environnement. Tout ça pourrait faire en sorte qu'il y a plus de risques de SLA. En bout de ligne, c'est vraiment difficile, les sentiments qui se trament. Déception que ça n'avance pas, mais contente de voir qu'il n'y a pas un excès qui fait que c'est super dangereux de vivre ici. Il n'y a pas de mots.